Hello dear listeners, bienvenue sur Stamina by Rowing 20s, le podcast où l'on parle performance féminine en running, Spartan Race et compétition hybride. Les vraies discussions d'entraînement, les galères du terrain, du quotidien et les jokes qu'on garde entre nous. Alors mets tes baskets, parcourir, tu es en bonne compagnie. And remember, never lose your stamina. Je sais que ça va partir extrêmement vite. Je sais que les filles vont être super motivées, que c'est une course importante. Et c'est une séance finalement qui peut être soit avec beaucoup d'intensité, soit juste très longue et progressive. Spoiler alert, elle n'allait pas du tout bien. Est-ce que tu préfères faire un marathon en portant un frigo miniature ou en poussant un lit ? Bah c'est parti alors, let's go. Allez, c'est parti. Eh bien, welcome back sur le podcast Stamina pour l'épisode 3. On est de retour Clémence, après quelques semaines, pas beaucoup, ça fait 2 semaines seulement qu'on s'est parlé la dernière fois. Et c'est vrai que la dernière fois, j'étais en plein milieu de la prépa marathon et toi, tu étais en début, milieu de prépa de Carcassonne et tu te demandais si tu allais aller à Orte, faire la Beast, la Spartan Beast en Italie. C'est ça. Donc, Mais voilà, du coup, j'y suis allée. voilà, du coup, tu y es allée. Bon, pas de spoiler découvert. Donc, Clémence y est allée et tu vas pouvoir nous raconter ça en détail aujourd'hui. Et petit moment pub, moi, j'ai avancé sur là, mon lancement du club Rowing 20s. Donc, l'association, elle a été créée, ce qui permet d'avoir une structure encadrée, sérieuse et potentiellement financée. Et de commencer à monter le projet qui aura lieu dans 1 an, en juin 2027, sur l'Eurotrip. Vous en avez parlé déjà dans le dernier épisode. Donc là, je vais mettre en place le site web sur cet été et commencer à essayer de chercher des personnes qui seraient intéressées pour participer à ce projet-là, en décrivant un peu plus le projet. Donc pour rappel, l'Eurotrip, c'est un relais sur 400 km entre 2 villes en Europe qui se court à pied. Là, j'espère réussir à faire une équipe 100% féminine. Et donc, on va courir 400 km entre 2 villes européennes avec un vélo qui accompagne toujours la coureuse et le reste du crew qui est dans un van pour justement ne pas s'arrêter dans des logements et vraiment vivre l'aventure tous ensemble pendant ces 400 km qui peuvent durer entre 2, 3 et 4 jours si on court pas assez vite. Donc, je présenterai vraiment tout ça un peu plus en détail cet été. Et du coup, je vous invite tous à déjà suivre le compte Roaring 20s sur Instagram. C'est là où je vais mettre des infos sur les entraînements, le projet et tout plein d'autres aventures run que je vais lancer au fur et à mesure de la saison, avec une première partie de saison certainement en septembre et du coup la deuxième partie à partir de janvier. J'ai une Oui, petite Clémence. question à propos de l'Eurotrip. Parce que du coup, tu as mentionné qu'il y aurait quelqu'un qui ferait le vélo tout le temps à côté du coureur. Je voulais savoir si le vélo, c'était une personne qui, du coup, ne courait pas et faisait absolument tout le vélo, ou alors peut-être 2 personnes qui tournent au niveau du vélo, ou est-ce que c'est les coureuses elles-mêmes qui vont se passer le relais sur le vélo également, comme le relais de course à pied? Ouais, c'est des coureuses qui courent sur le vélo. Ça permet d'être toujours un peu en mouvement. C'est plus intéressant. Tu cours sur le vélo. Donc, il y aura effectivement toujours 2 personnes finalement en action, une qui court et une qui fait du vélo pour accompagner. Ça permet d'éviter de laisser la personne qui court toute seule en termes de sécurité et ça permet à l'autre personne aussi d'être ou à une autre personne d'être constamment en mouvement, pour ne pas perdre en fait, l'échauffement, l'activité. Donc c'est vraiment assez entertaining je pense, cette histoire de vélo. C'est un VTT, hein, on prend pas du vélo de route et il y aura aussi un crew, de vidéos j'espère. Donc pareil, si vous êtes intéressé pour être, vidéaste, photographe, donc si vous faites les 2. Donc voilà, il y a un peu de logistique encore à trouver, mais en Ouais. tout cas, faites passer le message et c'est 6 coureuses, c'est entre 4 et 6, donc ça fait plus ou moins de kilomètres et en tout cas, il y aura toujours, une personne qui court et une personne sur le vélo. Mais vraiment le but, c'est de réussir à construire toute une team qui est 100% féminine, ça serait vraiment génial et d'en faire un projet, aventure en fait, à à en faire un film pour avoir un super souvenir, avoir une super aventure de groupe autour du run, autour de l'Europe, autour de la du partage et vraiment le plan, ultime, ça serait de réussir à avoir des athlètes européennes, donc pas que françaises. Donc moi, j'avais pensé à prendre, une coureuse, italienne, une espagnole parce que je parle ces 2 langues, mais ça peut être aussi, une allemande, une des pays du Nord, une anglaise, j'adorerais. Très drôle étant donné que le UK ne fait pas vraiment partie de l'Union européenne, mais on peut quand même les considérer dans l'Europe
et peut-être même une Suisse. Voilà, donc j'aimerais vraiment avoir cette équipe cross-culturelle et féminine. Et je pense qu'on s'éclaterait vraiment dans ce projet. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les petites news de mon côté. Et toi, Clémence, où est-ce que tu en es? Oui, rien de très intéressant ces dernières semaines, enfin, rien de très palpitant à vous raconter. J'ai fait quand même beaucoup de paperasse pour mon auto-entreprise. J'ai mis en place pas mal de micro-projets, mais pas de gros plans sur la comète cette fois, pas comme le site internet qui était un gros chantier de 3 semaines, un mois. Là, j'ai vraiment mis des micro-projets. J'ai réfléchi beaucoup à la suite de mon auto-entreprise. J'ai aussi envoyé des relances pour ce que j'avais mis en place. Je regarde aussi des formations en ce moment un peu sur le marketing pour savoir un peu mieux me vendre ou des choses comme ça, parce que c'est pas forcément évident pour moi qui suis sur une base timide, même si maintenant on n'a pas du tout l'impression que je le suis. C'est pas forcément évident pour moi de dire ce que je fais, de l'expliquer de la bonne façon. Et voilà, je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là, mais franchement, vu que je suis en auto-entreprise, c'est d'autant plus important maintenant de s'en soucier. Donc voilà, ça c'était une grosse phase d'introspection et je me forme du coup là-dessus. Et sinon, il y a aussi ce fameux voyage en Italie, donc pour aller à Orte, qui m'a pris quand même 5 jours. Donc finalement, sur les 2 dernières semaines où on s'est pas parlé, il y a eu 5 jours en Italie. Ah oui, j'ai refait pas mal de violon aussi. J'avais oublié de mentionner ça pour éventuellement aussi une autre idée que j'ai dont je peux pas parler là tout de suite. Mais voilà, je me suis remise à jouer un peu de musique aussi ces 10 derniers jours et assez intensément, quoi, environ 2 heures par jour. Bah, ça nous fait une transition toute trouvée pour justement ton débrief de la Spartane à Orte en Italie. Orte dans la région derrière Rome, c'est en plein milieu, qui est une région magnifique. Et je sais que Spartan Italie était à Orte il y a 6 ans, la dernière fois, donc c'était il y a quelques années. Ça a toujours été un lieu magnifique. Et donc là, ils retournaient pour la Biste à nouveau. Je pense que ça a dû être génial. Ça te dit, Clémence, de nous raconter un peu plus ta course? Bah ouais, avec grand plaisir, hein. De toute façon, c'est une course assez sympathique, donc j'ai plein de choses intéressantes et positives à raconter à ce sujet-là. Donc let's go. J'ai envie de te dire, pourquoi faire cette course? C'est quand même à 3 semaines de Carcassonne. Tu sortais de Valmorel. Tu nous avais dit que tu étais un peu frustrée. Et du coup, qu'est-ce que tu es allée chercher? En plus, tu m'as dit 5 jours. Je suis sortie de Valmorel avec, comme on disait, un peu le mental à plat en me disant, ok, je suis passée à côté de ma course. C'était pas mon format, c'était pas mon climat, c'était pas beaucoup de choses. Comme on avait dit, c'était plus crash que test dans un crash test. Et du coup, j'avais besoin revenir sur une course qui était plus à mon image, dans des choses que je kiffe. Pour un peu déjà aussi chasser ces émotions négatives que m'avait laissé Valmorel, pas forcément par rapport à la Spartane, mais par rapport à moi-même vis-à-vis d'une Spartane. Et du coup, j'ai regardé un peu le planning. Il fallait pas que ça tombe 2 semaines après Valmorel parce que j'étais pas prête à encaisser un gros format. Je voulais absolument faire une Biste pour redonner confiance pour Carcassonne, pour préparer Carcassonne. Et en fait, dans le planning, tout bêtement, il y avait que Orte. J'avais le choix sinon d'aller à la Super Munich, mais c'était une super et je l'avais déjà faite. Et voilà, et puis c'était une nationale série, donc je me suis dit ça va me mettre la pression. Et là, ce que je veux, c'est juste retrouver de la confiance, aller chercher des sensations de course. Et du coup, en fait, Orte, ça s'est inscrit naturellement dans mon planning parce que c'était évident et ça me paraissait pas si loin que ça de chez moi sur la carte. Au final, c'était quand même beaucoup plus loin que ce que je pensais. Mais voilà, par défaut, c'était Orte, mais comme je kiffe le climat là-bas, c'était le bon format, c'était la bonne période. Voilà, il aurait fallu peut-être une semaine de plus d'écart avec Carcassonne pour repartir sur une vraie phase d'entraînement post-Orte avant Carcassonne. Là, ça va être un peu juste le temps de se réhabiliter et de se remettre dans Carcassonne. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente et je regrette pas ce choix. Ouais, en fait, tu as raison, le profil de la course en Italie, la Orte est beaucoup plus similaire à ce que tu vas avoir à Carcassonne, alors qu'une super à Munich, ayant aussi fait la sprint à Munich il y a quelques années, c'est beaucoup plus plat, à la limite même plus urbain. Ça correspond beaucoup moins en termes de sensations, de terrain, de profil de course et même de type de compétitrice, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vraiment le profil de la course à Orte, que tu dis que tu aimais bien, que c'était dans tes qualités, dans tes préférences, et ton ressenti avant cette course? Ouais, alors déjà, c'était mon type de course parce que c'est mon format, la Biste. C'est ce que je préfère faire, c'est là où je suis le plus à l'aise. Parce qu'on a déjà dit dans plusieurs podcasts ou plusieurs... enfin, on en a beaucoup parlé ensemble, surtout
J'ai un bon seuil bas et c'est ce qu'on utilise dans une piste. Donc, c'est dans mes capacités. Qui plus est, en plus, cette course à Orthé, c'est pas une course de montagne. Alors oui, il y a du D+. Il y avait donc, pour te résumer un peu le format, il y avait quasiment 23 kilomètres. Et ça, sans prendre de pénalité, je précise, parce que souvent, ceux qui ont des pénalités, ça rajoute un petit bout à leur course. Là, je suis quasiment à 23 kilomètres sans aucune pénalité. Et il y avait un bon 755 de D+. Ma montre Ah a oui. même sous-estimé parce que j'ai vu que certaines ont lancé sur Strava leur truc de course et elles avaient bien plus que ça. Mais je pense que globalement, c'est entre 750 et 850. Et donc, effectivement, bah, c'est pas une course de montagne, donc c'est pas une montée puis une descente. C'était un peu plus type cross, tu vois. Il y avait 4 montées, quand même, je pense, entre 150 et 200 de dénivelé, assez bien réparties sur la course. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Carcassonne. Carcassonne, j'ai regardé, là, il y a à peu près le même dénivelé, il y a 700, je crois, cette année. Il y a aussi 22 kilomètres, et il y a aussi ce côté un peu cross. Donc, vraiment, ça collait plutôt bien, à part que le temps est un peu plus sec quand même à Orthé, donc le terrain était vraiment pas spongieux comme à Carcassonne, quoi. Mais en termes de format et en termes de ressemblance de course, c'est vraiment ce qui était le plus en adéquation avec une prépa Carcassonne. Et Vraiment. du coup, au niveau de ton ressenti, de l'expérience, que tu as dit que ça a duré 5 jours ce voyage, vraiment, comment tu t'es senti avant d'y aller? Comment aussi a été l'ambiance quand tu es arrivé à Spartan en Italie? Et est-ce que tu as ressenti le côté européen pendant la course? On t'a entendu parler sur Insta, en anglais, au Rabbit qui te suivait, celui qui filmait. Donc raconte-nous vraiment, d'un point de vue ressenti avant, pendant, après. Alors, il y a eu beaucoup de questions en une. Déjà, effectivement, le voyage a duré 5 jours parce que je suis partie en voiture. Tu es en voiture et tu habites en Haute-Savoie, donc c'est vers, Annemasse, limite Genève. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, j'avais regardé comme ça un peu à vue de nez, j'avais vu aller 8h30 de route, je me suis dit, bon, c'est un gros morceau, mais ça va le faire. Sauf que ça, c'est sans compter les arrêts, sans compter que tu prends un peu de blablacar, les micro-détours. Et c'est vrai que 8h30 seule, même, je voulais pas le faire sans pause, donc j'ai fait des petits détours dans des villages pour visiter un peu l'Italie en même temps à l'aller, et encore plus au retour. Et le retour, d'ailleurs, je l'ai fait sur 2 jours en dormant une nuit dans ma voiture, à l'ancienne. Donc effectivement, j'ai pris quand même 2 jours sur place, un jour pour descendre et 2 jours pour remonter. Donc ça a duré quand même 5 jours. Et j'ai mis bien plus que 8h30 à descendre et encore bien bien plus que 8h30 à remonter. Mais voilà, en tout cas, ça a été quand même un gros morceau de partir là-bas, ouais. Et l'ambiance, tu me demandais donc Ouais. l'ambiance de Spartan Italie, j'ai trouvé très chaleureux. Après, dans ma course, c'était une course assez éclectique. Tu étais pas dans la Series, hein, si je me trompe pas? Non, c'est ça. Donc, il y avait vraiment des coureuses de tous les pays. C'est souvent ce qui attire sur les formats, et c'est pour ça que j'adore les formats aussi hors série, c'est que du coup, bah, tu connais pas les coureuses qui viennent, et tu as des surprises, en fait, à chaque fois. Et là, on était une dizaine de femmes, et il y avait peut-être que 2 ou 3 Italiennes dans le lot, en fait. Et le reste, ça venait vraiment de tous les pays. Il y avait une Hongroise, une du Néderlande, une Suisse, 2 Suisses, moi, du coup, de France. Euh, je crois qu'il y avait une Polonaise aussi. Ah ouais, ça c'est génial. Ouais, C'est voilà, une super expérience, en fait. exactement. Du coup, tu pars déjà pas avec des a priori parce que tu sais pas contre qui tu cours, et avec qui tu cours aussi. Donc, t'es pas stressé en train de te faire des plans sur la comète de ouais, il y a telle coureuse qui est plus forte que moi, ou tu t'es pas en train de te rabaisser. Tu te dis juste, ok, j'y vais, on verra. Et j'ai vraiment pris cette course pour ma course. Je me suis dit, allez, t'as aucune excuse. C'est le climat que tu kiffes, c'est le terrain que tu kiffes, il y a tout que tu kiffes. Voilà, joue le jeu, tu vois. Et même si t'es dernière, reste positive. Et c'est vraiment un truc où je me suis mindsetée, chose que je fais jamais. Je suis toujours en train de me rabaisser à l'intérieur, de me dire que je vaux pas le niveau des autres, qu'est-ce que je fous là et compagnie. En plus, la veille, j'ai écouté une vidéo et j'ai lu aussi un livre un peu sur le mindset. Alors, des fois, j'arrive pas à configurer mon cerveau pour lui donner des choses positives. Et là, j'ai réussi à le configurer pour. Du début à la fin, je me suis dit, allez, tu restes positif quoi qu'il arrive. Et bon, ce qui a aidé, c'est que j'ai jamais été dernière et j'ai jamais été trop en galère sur cette course. Mais j'ai quand même réussi à rester positive tout le temps et à ne pas douter. Et quand les obstacles arrivaient, au lieu d'être prise de panique en mode oh là là, si je le rate, ça va faire basculer ma course, je me disais ok, là c'est une opportunité de gagner encore plus de l'avance.
Et ça a clairement changé mon rapport aux obstacles. À chaque fois que j'en voyais un, j'étais pas en stress. J'étais en mode, yes, ok, ça peut faire la diff. Je suis devant. Allez, c'est ton moment, quoi. Et tu te rappelles un peu le type d'obstacle qu'il y a eu, surtout en termes de suspension? On a vu le twister sur une des vidéos de Spartan. Est-ce qu'il y avait d'autres suspensions qui t'ont marqué? Tu te rappelles un peu tous les obstacles de suspension qu'il y avait? Ouais, il y en a eu quand même pas mal. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ils étaient vraiment répartis. Parce que souvent, on a tendance à voir un peu sur les Spartans beaucoup d'obstacles vers la fin. Et là, on s'est quand même mangé le twister au 2e kilomètre de course, ce qui est Ouais. assez rare. Et j'ai apprécié parce que aussi, déjà, de un, tu le passes pas au bout de ta vie. Et Mm. de deux, si toi tu le passes et qu'il y en a qui le passent pas, tu prends quand même un petit ascent sur la course grâce à ça. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, ça m'a mis un petit peu de boost, en fait, positif. Il y a d'ailleurs l'Olympus qui a suivi dans la foulée du twister. Donc c'est Ah, vrai que génial! deux assez costauds en début de parcours dans les 3 premiers bornes. Donc ça a bien écrémé la vague. Après, on a fait une grande partie de course. Il y a eu, non, même pas tant que ça. On a eu le tyrolienne traverse peu de temps après. Donc on va dire sur le 2e borne twister, 3e borne Olympus, 4e borne tyrolienne traverse, suivi de l'Atlas avec la chaîne. Après, on a eu une bonne partie course, d'ailleurs dans les petites rivières, donc assez technique au niveau des pierres et tout ça. Et après, quand on est sorti, on a eu le tilting ladder, suivi de celui qui est recourbé, que j'oublie tout le temps Le bender. voilà, je confonds toujours avec le beater, mais voilà, il y a eu cela. Après, pareil, grande partie course, un petit porté. Et après, on s'est retrouvé encore un peu à courir et on a eu le beater, du coup, l'autre, suivi de celui en bois, là, le Stairway to Heaven. Et un peu plus tard, je sais qu'on a eu encore une autre suspension. Il y a eu le balance beam, que j'ai failli louper d'ailleurs. Ça a été chaud pour C'est moi, toujours ça. chaud. C'est toujours chaud celui-ci. Franchement, Je il n'y a pas de technique. Je l'ai jamais loupé et d'ailleurs là j'ai vraiment failli le louper pour la première fois de ma vie parce que je suis arrivée en haut, je me suis déséquilibrée et j'ai un pied qui est reparti vers l'arrière. Ah, Et du coup, j'ai réussi à le reposer dans la descente, mais mon corps était en train de faire comme les petits gugus à la pompe à essence quand il y a du vent là. donc là, Clémence est en train de nous faire tous les signes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans sa voix, de petits gugus avec les bras en l'air, qui se bougent avec le vent. Vraiment. Et j'ai vraiment, il y a Jérémy Gachet qui m'a filmé d'ailleurs sur cette scène. On veut la vidéo. Oh, il y a la vidéo et j'ai pas pu mettre la voix plus la musique, c'était trop compliqué au niveau du montage à ce moment-là pour moi. Mais on l'entend dire ouh là là, bon rattrapage. Et moi je lui dis oh là là, j'ai vraiment eu peur, j'ai stressé, j'ai cru que j'étais foutue. Et Moi, je veux la vidéo. On la mettra en reels de ce podcast. C'est hyper important. Je mettrai la musique et le son. ok si tu veux. Et du coup en suspension aussi, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah je crois qu'après il y a eu juste le multi-ring final. Le multi-rig, il y avait des cordes cette fois? Ouais, 2. Pas Ok. 3. Souvent, c'est 1 ou 3. Là, il y en avait 2. Moi, ça me Ok. va, 2. C'est OK. C'est mon max. C'est ton max. Après, c'est la grève. Ouais, bah, sachant que j'ai perdu la peau de mon majeur de la main droite sur la 2e corde. S'il y en avait une 3e, je pense que ça aurait été fatal. Ça aurait pu, effectivement. Mais du coup, en fait, tu n'as pas donné ton résultat. Bon, je pense que tout le monde le connaît, bien sûr. Mais tu es arrivée première sur la course. C'est ça. Je suis arrivée première. Je visais toujours un peu les mêmes chronos, entre 2h30 et 2h45 selon le terrain. J'ai fini en 2h36, Ouais, bah, c'est bien. première. Et j'ai eu de très bonnes sensations. Bizarrement, je me suis pas levée fatiguée, alors que j'aime pas me lever très tôt. Là, je me suis couchée très tôt la veille, chose que je ne fais jamais aussi. C'est peut-être Attends, très tôt, c'est quoi très tôt? 22h30 ou 22h45. Oui, c'est relativement tôt, effectivement. Surtout pour toi. Voilà, pour moi, c'est tôt. Mais du coup, j'étais en forme le jour de la course. Je me sentais bien, alors qu'en plus, c'était pas la bonne période dans le mois, Encore? encore une fois. Mais c'était moins pire qu'à Valmorel. C'était genre jour 3, celui Ouais. où ça commence à aller mieux. Et je me suis dit, bon, bah, ça commence à aller mieux, c'est cool, donc ça va le faire. Et j'ai senti Ça, dans mon c'est... corps que je me sentais bien. Ouais, ça, c'est quand même quelque chose qui est trop intéressant. Il y a deux choses intéressantes. C'est que, un, je retiens comme quoi se coucher tôt la veille de la course, ça aide quand même à être moins fatigué le jour de course. Tu m'étonnes. Voilà, on entend beaucoup de choses du style, là, il faut se coucher tôt l'avant-veille et la veille, de toute façon, normal. C'est pas vraiment vrai. On peut aussi bien dormir la veille en se couchant effectivement pas trop tard. Et d'ailleurs, on ressent moins la fatigue. Juste parce qu'un moment de la course où tu penses être fatigué, où ça va commencer à taper, tu la ressentiras moins si tu es plus frais que si tu n'as pas très bien dormi, même si tu as bien dormi les jours d'avant.
Ah mais c'est ça, l'avant-veille, j'avais extrêmement mal dormi parce que c'est vrai que l'appartement où j'étais était très mal isolé. J'entendais absolument toutes les voitures. Et je sais pas, j'étais un peu excitée d'être arrivée dans le nouveau logement. J'avais fait la grande route. Donc j'ai effectivement pas du tout dormi l'avant-veille. Peut-être 3-4 heures. Ça m'a peut-être aidé à très bien dormir la veille. Mais bon, j'ai pas non plus dormi 10 heures la veille. J'ai dormi donc de 22h45 à 5 heures du matin. Mm. Mais j'ai été en forme et j'ai eu aucun coup de mou sur la course, en tout cas dû au sommeil, quoi. Et c'est aussi intéressant ce que tu dis sur le troisième jour, donc troisième jour de cycle. Et finalement, ce qui est assez marquant, c'est que même en période menstruelle, effectivement, les 2 premiers jours sont souvent plus hard et on sent aussi plus la fatigue. C'est ça. C'est similaire à la fatigue de ne pas avoir dormi. En fait, on prend moins la fatigue. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive, on se dit: «Oh», le corps est un peu en mode: «Oh, j'ai pas envie d'y aller». Alors qu'effectivement, dès qu'on a passé ces 2 premiers jours, finalement, cette fatigue-là, elle est moins ressentie comme ça. Finalement, c'est de la fatigue mentale où le corps se dit: «J'ai plein de choses à gérer et là, la course, ça serait bien qu'elle s'arrête parce que j'ai autre chose à faire». Et donc là, bon, bah, c'est bon à savoir. Finalement, le jour 3, c'est pas si mal. On peut y aller. Franchement, ouais. Ouais, ouais. Et tu m'avais questionné aussi sur du coup l'ambiance de la course. Et j'ai trouvé l'ambiance très bonne. Franchement, c'était vraiment agréable. Les gens étaient tous super souriants. Il y a juste eu le compte à rebours, c'était un peu en mode Zombieland. J'ai pas trop compris. Je trouvais ça trop chelou et flippant à la fois. Et sinon, non, c'était vraiment cool. Et en plus, j'ai couru avec Attends, une. attends. Zombieland, ça veut dire quoi? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors, je vais essayer d'imiter, hein. Tu couperas si vraiment Attends, c'est c'est en horrible. Italie? Attention. On a eu un compte à rebours donc en anglais euh, avec un chrono qui faisait des clics clics, donc ça faisait genre 10 clic 9 clic 8 clic. Oui, C'était effectivement. super flippant. Avec une musique un peu genre aurore derrière, j'avais vraiment l'impression d'être à la maison hantée à la fête foraine. Et du coup, voilà, c'était un gros contraste par rapport à la jovialité des gens. C'était assez drôle. C'est vrai qu'il y a toujours une super ambiance en Italie. Moi, j'avais été faire une année là-bas et vraiment, la jovialité, je trouve que c'est exactement le mot. Tu as l'impression aussi d'arriver à la maison ou de retourner à la maison. Ouais, Rencontrer des gens que tu as déjà vus quand tu vas dans les courses en Italie, c'est vraiment une super ambiance chaleureuse, ouais. ouais, clairement. Et franchement, bah, pareil, il y a une fille qui m'a suivie sur le porté de bûche, super sympa. Elle m'a retrouvée à l'arrivée pour qu'on parle. À l'arrivée, il y a plein de personnes qui sont venues me féliciter que je ne connaissais absolument pas, qui m'ont dit, waouh, trop bien, c'est génial. Enfin, et franchement, c'est rare que les gens ils viennent autant vers moi. Enfin, je me suis dit, waouh, enfin, c'est un truc de fou. Là, c'est aussi l'effet italien. Bon, Clémence, on sait que tu es très populaire, mais c'est aussi l'effet italien. Effectivement, il y a un accueil qui est, je trouve, vraiment très spécifique au pays et à la culture, je pense. Donc, vraiment, moi, j'adore aller là-bas. Ouais, franchement, c'était fou. Et même entre les coureuses, alors j'ai couru surtout avec Queenie, qui est des Pays-Bas, qui est une copine aussi à moi, et on a passé toute la course à vraiment bien s'amuser, à se challenger, à se dépasser. Elle était plus forte en obstacles, donc elle me repassait devant systématiquement aux obstacles. Et sur le run, j'étais un peu plus rapide, donc je la redépassais sur le run. Donc on a bien joué toutes les deux avec le sourire, et on a eu deux énormes chiens, qui nous ont suivis pendant 10 kilomètres. Ah ouais, quand même. Voilà, et du coup, il y en avait deux, donc un chacune. Moi qui suis pas très fan de chiens, je me suis dit, bon, allez, vois-le comme un signe, ils sont là pour te montrer la route. Mais parfois, ils venaient, ils passaient devant toi dans un single, et ils s'arrêtaient et ils te regardaient. Sauf que, bah, du coup, toi, tu devais contourner le chien. C'était le nouvel obstacle de Spartan. Et Voilà. voilà, vous l'avez en avant-première, les amis. Les chiens font partie maintenant des obstacles. Ouais, ils nous ont suivis partout, même dans l'eau. Je me suis dit, bon, allez, ça va, ils sont gentils, ceux-là, ils vont pas me manger. Au début, j'ai eu un peu peur, mais après, je me suis dit, ça va, ils vont pas me manger, donc Ah, mais moi, j'accepte la situation. je suis team pas chien parce que ça mange les mollets, les chiens. Mais c'est Ça ça, croque les moi, j'ai mollets. toujours peur de me faire croquer. C'est un super débrief que tu nous fais de ta Spartan heurtée en Italie. Et là, si on se dit, bah, maintenant, il reste 2 semaines avant Carcassonne. Donc, la Spartan, c'était dimanche dernier, donc ça faisait 3 semaines. Comment tu anticipes Carcassonne maintenant avec les apprentissages que tu as pu avoir? Comment tu vois cette course? Parce que c'est cette fois la National Series en France. Voilà, comment tu te sens par rapport à ça? Déjà, je me sens mieux que avant Orthé, parce que du coup, bon, mes barrières psychologiques sont tombées, j'ai repris un peu confiance. Je me dis, ok, là, j'ai réussi aussi tous les obstacles, donc c'est que je suis capable de tous les faire.
chose que à Valmorel, ça m'a remis des angoisses parce que j'ai eu des difficultés à passer des basiques avec le climat qu'il y avait. Là, je me dis, ok, bon, t'es capable aussi d'être positive, parce que c'est souvent ça qui me fait défaut. Et du coup, Carcassonne, je sais qu'il y a des excellentes coureuses qui viennent. Ça m'angoisse toujours, mais je pars beaucoup plus positive en me disant que j'ai aussi mes chances. Ça peut mal se passer pour moi, mais ça peut aussi bien se passer. Et avant, j'étais juste en mode, ok, si j'arrive dernière, c'est terrible. Là, je peux aussi arriver première. On sait jamais. Enfin, si jamais je fais un perfect sur les obstacles comme à Orthé, ça peut faire la différence sur une course comme Carcassonne aussi. Voilà, je sais que je peux défendre ma place de manière beaucoup plus, comment dire ça? En tout cas, je me sens beaucoup plus ancrée dans ce qui va arriver, quoi. Ouais, c'est vrai que là, ton apprentissage principal, ça a été le changement de mindset, l'attitude mentale face aux obstacles, dont on avait vraiment eu les déboires, on va dire, durant Valmorel. Et d'ailleurs, notre épisode 2 sur le débrief de Valmorel, on expliquait vraiment cette problématique-là. C'est ça. Toi, tu avais vraiment fait défaut sur cette course. Donc là, Orthé, tu as fait le contre-coup, Ouais. super perf. Le côté intéressant de Carcassonne, c'est que le climat est complètement aléatoire. J'ai tout vu à Carcassonne. La fois où j'y suis allée, je suis allée deux fois. Et à chaque fois, il a fait plutôt gris. Il y en a une fois où vraiment il a plu, mais des trombes d'eau, mais pas possible, quoi. Ouais. Donc, en plus, Carcassonne est une course relativement aquatique, dirons-nous, étant donné que tu vas passer dans l'eau. Au niveau de l'adaptation au terrain, Carcassonne est effectivement plus spongieux, comme tu as dit, donc plus boueux, ça glisse potentiellement parce que c'est autour d'un lac. Quelle stratégie de course tu vas avoir pour Carcassonne? Étant donné que tu as aussi mentionné qu'il y a des très bonnes coureuses, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu vois la compétition par rapport aux autres, les forces des autres et toi tes forces? Alors comment je l'aborde? Franchement, je vais essayer de rester dans les mêmes sensations que j'avais à Orthé, quitte à me mettre un peu en deçà du groupe au début si jamais je vois que ça avance trop vite, parce que finalement, quand on regarde les résultats d'Orthé, alors moi je suis quand même arrivée à 6 minutes d'avance sur la deuxième, donc ça se compte moins. Mais après, à partir de la deuxième place jusqu'à la sixième place, je crois qu'il y a juste 2-3 minutes d'écart entre la deuxième et la sixième. Donc sachant que moi j'ai fait toute la course avec la deuxième, que j'ai absolument pas vu les autres ou à peine la troisième, ça veut dire que tout est possible en fait jusqu'au dernier moment. Donc il n'est pas question de se décourager en début de course si on voit qu'on prend un peu de retard parce qu'on loupe un obstacle et tout ça. Parce que j'en ai parlé avec donc celle qui arrivait quatrième à la Spartan Norte, qui s'est étonnée d'avoir si peu d'écart avec la troisième. Et je lui ai dit, mais en fait, tout était vraiment possible. Imagine, genre, elle loupe le javelot, toi t'arrives, tu le réussis, tu passes troisième. Donc, inutile de se décourager. Même si tu vois personne le long de ta course, s'il faut, ils sont juste 30 secondes devant. Juste comme ça tourne, qu'il y a des montagnes, des arbres, tu vois pas forcément les gens. Donc, je vais essayer de rester dans ce mindset positif, quoi qu'il arrive. Je sais que ça va partir extrêmement vite. Je sais que les filles vont être super motivées, que c'est une course importante. Mais voilà, je vais essayer de rester positif quoi qu'il arrive. Donc, je vais essayer de garder les sensations et le mindset que j'avais. Ça va pas être évident, mais c'est mon but principal. Et petite question coquine, est-ce que tu vas remettre les gants avec ta super stratégie de gants en latex? Alors C'est les oui, obstacles de grippe. absolument, mais je les prends maintenant nécessairement dans ma petite sacoche et je les avais sur moi à Orthé. Je me suis dit à tout moment, on te fout à la flotte, juste derrière, t'as un twister, je serais bien contente d'avoir mes gants. Donc voilà, je les prends avec moi, surtout à Carcassonne, vu qu'on a dit que le climat était potentiellement aussi mitigé. Donc ouais, il est hors de question de partir sans mes gants en latex. Et ça, c'est une exclue du podcast Stamina. Et voilà, Clémence vous aura trouvé les vrais gants, des gants en latex. Clémence, il nous manque encore la référence précise. Je crois bien que tu avais une référence précise du type de gants en latex, Alors, de la taille, de la finesse du latex. Bon, c'est peut-être un peu trop de détails là. il faut éviter le talc, parce que des fois, il y a des gants orange avec du talc à l'intérieur. Ça, c'est à bannir. Je crois que la marque, c'est peut-être Senskin ou un truc comme ça. Je sais que ça commence par S, mais je sais plus exactement la marque. Mais la boîte est bleue et blanche et les gants sont bleus, comme la plupart des gants d'ailleurs. Et moi, je prends de la taille M, alors que j'ai pas des mains très petites. D'une part, parce que le S, c'est un peu trop just, et donc si t'as les mains mouillées, tu peux vraiment pas mettre tes gants. Et le M est suffisamment bien pour du coup épouser la main sans pour autant être trop collant. Donc ouais, c'est vraiment cool.
Waouh, tu nous as fait une super belle métaphore, épouser les mains, juste ajuster. Bon, nous allons nous arrêter là pour cette fois. Par contre, s'il te plaît, Clémence, donne-nous la référence et on la mettra en En descriptif du commentaire. podcast parce que bien sûr, nous allons bientôt refaire même un business sur la vente des gants pour Spartan et ça fera une Franchement, tuerie. je pense qu'on pourrait même taguer des petites têtes de Spartan dessus et vendre les boîtes, tu sais, Ah de ouais. 150 gants spécial Spartan. Allez, c'est parti. On a trouvé une nouvelle idée de business. Super entrepreneur. Sachant qu'on a beaucoup d'idées de business toutes les deux. Exactement. Toujours de très bonne qualité, nos idées de business d'ailleurs. Voilà, nous n'en dirons pas plus pour l'instant. Nous garderons Stay ce tuned. joke. On aura une autre annonce plus tard dans l'année. Du coup, Mais je vais passer sur toi un petit peu, parce que là, bon, on a parlé pas mal de la Spartan, de ce qui s'est passé à Orthé, de ce qui se passera à Carcassonne, ou ce qui se passera pas à Carcassonne. Mais toi, du coup, tu es dans une tout autre type de préparation. Tu es oui. toujours dans ton marathon. C'est un peu dommage que ça tombe en même temps que la Spartan Carcassonne. J'imagine que tu aurais quand même aimé venir la faire. Mais du coup, pourquoi tu as décidé donc de t'aligner sur un marathon, sachant que tu es quand même dans la Pro Team France et que du coup, de base, les Spartans, c'est quand même un gros objectif pour toi, pardon. Et pourquoi, du coup, tu t'es mis cet objectif-là, à ce moment-là et cette année? Ouais, c'est une super bonne question. Effectivement, c'est compliqué parce que Spartan a toujours à peu près les mêmes dates pour les National Series. Et donc, Carcassonne arrive toujours le premier week-end de mai ou le deuxième. Moi, ça fait 5 ans que j'ai fait mon dernier marathon, donc j'en ai fait 2, et le dernier, c'était en 2021. Et le problème pour moi de Carcassonne et des Spartan Series, c'est que c'est toujours au même endroit. Et là, j'avais vraiment envie de faire une saison route complète. Et le problème des marathons, c'est que maintenant, ils sont pris d'assaut. Donc, on est obligé de s'inscrire à une loterie et on n'est jamais sûr d'être pris. Et en général, quand on s'inscrit, même quand il n'y a pas de loterie, il y a tellement de gens qui s'inscrivent qu'on est sur liste d'attente. Donc, finalement, c'est toujours la loterie de est-ce que oui ou non, j'aurai mon marathon. Donc, je suis obligée finalement de m'inscrire à plusieurs marathons pour espérer en avoir un, en fonction, bien sûr, des dates qui me vont. Et je m'étais inscrit sur Rotterdam, qui était en avril, ou Copenhague. Et en fait, j'ai eu Copenhague et j'ai pas eu Rotterdam, tout simplement. Donc, le calendrier fait que c'est pas vraiment moi qui vais pouvoir choisir mon marathon. Par contre, pourquoi je voulais me relancer, c'est que ça fait effectivement 5 ans maintenant que j'ai fait le 3h15. Donc, j'ai fait 3h15 à Berlin et je me suis vraiment dit, quand j'ai fait ce chrono-là, que c'était la fin de ma compétition sur marathon, parce que c'est très, très dur, les marathons. Autant en préparation qu'en course même. Comme on le disait, c'est beaucoup plus difficile que même une piste qui fait 3h45 pour le corps et même pour l'esprit. Et je me suis dit que ça serait... En fait, je me suis jamais dit que ça serait faisable d'aller chercher moins de 3h13, qui est mon record. Et là, au fur et à mesure des années, j'ai redécouvert un amour pour la route, pour la course sur route, certainement parce que j'habite aussi à Paris, donc ça s'y prête beaucoup plus. Et j'avais envie, après 4 ans là, à vraiment dédier mes saisons à Spartan, de refaire du semi, du 10K, et du coup, l'envie est venue de refaire un marathon. Et l'envie est venue aussi par le fait que j'ai vraiment progressé en course à pied sur route et que le sub 3 heures est devenu une possibilité. D'accord, bah, je voulais te demander de rappeler ton objectif de chrono. Tu viens de le faire, du coup, c'est Voilà. donc un marathon en moins de 3 heures, donc idéalement 2h59, 59 grand maximum. Donc, Exactement. et donc la dernière fois, tu nous avais dit que tu préparais donc une séance pour cette allure marathon. Donc, attends, juste dis-moi, un marathon en moins de 3 heures, ça fait combien à peu près comme allure au kilomètre, pour qu'on se donne un peu une idée aussi là-dessus? Ouais, donc c'est 4 minutes 16 au kilomètre ou 14,09, donc un peu plus de 14 km/h. En sachant que pour être large, parce qu'on sait très bien que quand on fait la course, on fait jamais pile poil les 42,195, on va faire un peu plus. En fait, il faut chercher vraiment du 4,15, du 4,14 au kilomètre, donc du 14,1. Tout ça semble très, on va dire, du détail, parce que quelques 4,14, 4,15, 4,16 minutes au kilomètre, c'est pareil. En fait, non, pas du tout. Non, C'est ça ce qui change. fait qu'on va, Ouais. voilà, c'est ce qui fait qu'en fait, on va faire 2,59, 59 ou 3,30. 3 heures 0, 30 secondes. Et
c'est vraiment des détails, mais en route, finalement, c'est ça qu'on va chercher. C'est ce détail de la seconde près qu'on fait ou pas un sub 3 heures. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de personnes dernièrement sur tous les marathons qui ont été faits en début de printemps, là, faire des 3 heures, 0, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et en fait, quoi qu'on en dise, il y aura toujours cette frustration de dire c'est pas sub 3. Et donc, moi, mon but, c'est de pas avoir écrit le chiffre 3. Donc, je veux que Ouais, ça soit écrit 2 heures, quel que soit le chiffre d'après. Voilà. c'est ça, tu veux pas de 3,001. Là, je serais très frustrée. J'irai trafiquer mon Strava. Bon, là, presque à ce niveau-là, c'est que t'as pas fait d'effort sur le sprint final parce que Oui, voilà, s'il te manque vraiment une micro millième de seconde, c'est que j'avoue, franchement, je t'engueule derrière si ça je arrive. veux bien. Et du coup, donc cette séance que tu avais prévue de préparation à allure marathon, je crois que tu t'es ancré sur un petit bout du marathon de Paris, si c'est bien ça. Donc, tu as fait une séance de 30 kilomètres à allure marathon souhaitée. Donc, comment s'est passée cette séance? Est-ce que du coup, tu as pu aller au bout de ton objectif? Est-ce que tu as réussi à tenir tes allures? Et est-ce que les ressentis étaient bons? Ouais, donc en fait, c'était il y a maintenant le 12 avril, donc il y a presque un mois. C'est à un mois en fait de l'objectif, je voulais effectivement tester la plus grosse séance, donc aller chercher le 30 kilomètres en termes de longueur et en termes de charge, la plus grosse quantité de kilomètres à l'allure marathon, donc à 4,15, 4,14. J'ai pris le marathon de Paris comme support parce que finalement, ça fait quand même courir 2 heures et quart, 2 heures et j'en avais marre de faire les séances longues toute seule. Et donc là, ça m'a permis de profiter aussi de la fête qu'est le marathon. Surtout qu'à Paris, maintenant, c'est devenu vraiment presque comme la fête nationale, quoi. Il y a énormément de partants et tout le monde est dans l'ambiance toute la semaine d'avant et les jours d'après. Donc, c'était vraiment sympa pour l'ambiance de faire ça. C'était une séance hyper dure, franchement. J'ai découpé avec un premier bloc de 3 kilomètres pour l'échauffement, donc vers autour de 4,30. Et après, j'ai fait 4,15 pendant un quart d'heure, 2 minutes de pause, une demi-heure à nouveau à 4,15, 2 minutes de pause et 1 heure à 4,15. Donc, tout ça, finalement, ça m'a fait à peu près 28-29 kilomètres. Et le dernier, c'était histoire de tirer jusqu'au 30e en voyant à quel point les jambes allaient bien ou pas. Spoiler alerte, elles n'allaient pas du tout bien. Donc, effectivement, j'ai fini dans le dur. Le temps était parfait, les conditions étaient très bien. Il n'y avait pas une grosse densité. La course est toujours très, très bien organisée. Mais par contre, moi, j'ai très, très mal géré le sucre. Alors, dans le sens où je ne me suis pas alimentée, tout simplement. Et du coup, mes jambes ont quand même commencé à lâcher. Je pense en même temps que le mental, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je m'étais dit que je voulais faire 28 kilomètres en 2 heures. Donc, ça faisait faire 2 tiers du marathon. J'ai effectivement réussi à faire ça plus ou moins. J'étais à 27,80, un truc comme ça, parce que j'avais pris les 2 minutes de pause pour mes blocs. Donc, vraiment très bien, légèrement au-dessus, en dessous de l'allure, jamais à 4,15 fixe. C'est ce qu'on avait énoncé avant. Finalement, aller chercher tout le temps du 4,15, c'est très difficile, alors que varier autour de 4,8, 4,20, ça permet d'être aussi flex dans son effort en fonction du parcours. Le marathon de Paris n'est absolument pas plat, il n'y a pas un seul mètre de plat. J'ai commencé en descente et après j'ai commencé à remonter. Vraiment, il n'y a pas eu 100 mètres où c'était juste flat. Donc très difficile pour imprimer l'allure dans ses jambes et dans son corps de ce 4,15, 4,14 parce qu'on est toujours en léger faux plat. Donc vraiment très difficile, j'ai quand même réussi, mais à la fin, les 2 derniers kilomètres du 28 au 30e, je les ai faits parce que je voulais faire 30 bornes. Par contre, j'ai fini à vide, comme j'aime le dire. Donc j'ai eu un moment où je me suis cambrée, donc ça m'a rappelé les vidéos qu'on peut voir, tu sais, sur Insta où les gens ils finissent avec les jambes devant, la tête un peu derrière, on dirait un peu des zombies, on sait pas ce qui s'est passé. Ben en fait, c'était un manque de sucre. Donc ça m'est effectivement arrivé au 30e. Je me suis posé la question de comment j'allais terminer les 12 derniers. Donc ça on verra ça dans 2 semaines. Ouais, mais il faut aussi Voilà. rappeler que tu sortais d'un gros week-end d'entraînement le week-end d'avant. Là, pour le marathon, tu seras aussi reposé. Donc, logiquement, tes jambes seront quand même un peu plus en forme. Ton sommeil aussi. Là, tu sortais d'une grosse phase de travail. Je pense que les conditions seront pas les mêmes. C'est beaucoup plus plat aussi. Toi, c'est quelque chose qui te correspond, le plat. Donc, je pense que les conditions seront quand même plus réunies. Et ces 12 bornes, tu vas peut-être les gagner juste comme ça, en fait. Tout simplement. Ouais, j'ai effectivement un espoir d'être beaucoup plus fraîche. Enfin, d'ailleurs, c'est pas qu'un espoir. Normalement, physiologiquement parlant, là, je suis en période d'affûtage et donc j'ai réduit la charge en termes de volume et en termes d'intensité. Je garde quand même de l'intensité, mais effectivement,
je vais plus faire des blocs aussi longs et je vais pas faire de séances de 2 heures alors que avant le marathon de Paris, j'avais enchaîné 4-5 semaines avec une sortie longue de 25 bornes. J'avais pris une pause un moment, mais c'est sûr que j'avais pas du tout le niveau de fraîcheur que j'espère avoir au marathon. Et maintenant, du coup, on est à 2 semaines, même pas 10 jours du marathon. Donc, c'est la fin de ta préparation. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire pour cette fin de préparation? Est-ce que tu as un petit résumé à nous faire de ça ou est-ce que tu as aimé construire cette préparation? Est-ce que ça a été plaisant pour toi ou au contraire la croix et la bannière pour sortir faire les grosses séances épuisantes? Ouais, tu me connais bien. Pour résumer, je dirais que je j'ai fait pas mal d'erreurs dans cette prépa marathon que j'avais pas faite dans l'ancienne, celle pour aller chercher 3h15, parce que je me suis mis beaucoup plus la pression justement sur les sorties longues, sur le sub 3 heures. Et j'ai pas fait assez attention à ce qu'il y a autour de l'entraînement, c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'alimentation, se reposer beaucoup plus, la récup. Je faisais plus de récup avant, du style tout bête, hein, mais pas passer sa journée sur sa chaise, mais plutôt allongé, boire beaucoup plus. Donc vraiment des choses très simples qui sont autour de l'entraînement, ce qui aurait potentiellement permis d'avoir un entraînement moins difficile pour le corps. Là, j'ai vraiment subi les séances longues et j'ai eu à chaque fois beaucoup de mal à me remettre des séances longues. Je les faisais le dimanche, ça durait 2 heures, 2 heures et quart ou 1h45, mais avec des gros blocs d'allure. Et en fait, je me mettais au moins jusqu'au mercredi pour pouvoir recourir. Donc, j'aurais vraiment dû avoir une hygiène de vie plus clean, me coucher beaucoup plus tôt, manger aussi beaucoup plus de protéines. C'est quelque chose que j'ai arrêté, enfin du moins que j'ai réduit parce que je suis passée flexitarienne, on va dire, donc je mange plus de viande. Et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de remanger de la protéine animale et pas que du poisson. Et j'aurais fait des sorties longues plus progressives. Donc j'ai commencé une sortie longue à 2 heures assez rapidement dans la prépa parce que finalement, j'avais fait un cycle de préparation semi-marathon avec des sorties à 1h30. Mais j'aurais dû continuer à faire 1h45 et peut-être un 2 heures un peu plus easy sans bloc dans les premières semaines. Donc ça veut dire prendre plutôt 12 ou 14 semaines de prépa et non pas juste 10. En sortie de cycle semi-marathon, j'ai enchaîné directement et c'était peut-être un peu court. Après, j'aurais aussi dit que niveau alimentation, pareil, j'aurais commencé à m'alimenter beaucoup plus tôt dans les sorties longues. C'est-à-dire, dès qu'il y a une sortie qui fait ne serait-ce que 45 minutes, 1 heure, 1h30, en fait, directement, je commence à prendre 30 grammes de glucides. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qu'on entend beaucoup dire, parler, conseiller, et on n'arrive pas forcément à les mettre en place. On a un peu peur. Moi, j'ai toujours eu peur de prendre des glucides parce que faut les acheter. Si j'ai des problèmes sur la route au niveau digestif, comment je fais? Et en fait, je me dis que c'est pas grave, il faut mieux les avoir maintenant. Et en fait, apporter du sucre aussi à son corps dès l'entraînement, ça permet de moins avoir de l'appréhension dans les séances. J'ai eu beaucoup d'appréhension sur chaque séance longue. Et je pense que c'est mon corps qui m'envoie les signaux de tu ne nous renvoies pas assez de sucre. On n'est pas prêt, on est fatigué parce que j'ai pas l'habitude de prendre assez d'alimentation pendant les séances. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que d'habitude, une prépa marathon, ça fait perdre du poids et moi, j'en ai plutôt pris aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment un mix entre mauvaise hygiène de vie et peut-être sous-alimentation du coup, ou pas la bonne alimentation au Ouais, bon moment. on pense avec du sucre, du mauvais sucre, Ouais, au moment où tu reviens chez toi, où c'est confortable de manger, d'ouvrir le placard et de prendre un truc dedans, quoi. Parce que ton exactement. corps en réclame et il l'a pas sur le moment où il en aurait besoin. Voilà, tu as tout à fait bien résumé la situation. Et en me documentant vraiment sur cette expérience, marathon moins de 3 heures, je pense que c'est ça qui fait la grosse diff. Moi, les 2 marathons que j'ai fait, voilà, 3h30, 3h15, j'ai mangé une banane et une demi-pomme sur tout le marathon et j'ai juste bu peut-être à peine 1 litre et c'est passé. Quand on voit les datas, quand on voit mon niveau et quand on voit la dépense énergétique que va demander de tenir 14 km/h pendant 3 heures, il faut mettre de l'essence dans la machine. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des petits tips pour ceux qui préparent également leur premier marathon ou leur second marathon, ou un marathon tout court? Est-ce que tu as quelque chose à leur conseiller qu'ils ont peut-être pas forcément pensé de leur côté? Il y a une séance que je préconiserais de bien faire, parce qu'on dirait pas, mais elle compte, c'est la séance semi-longue du milieu de la semaine. En général, on parle beaucoup des sorties longues qu'on fait le dimanche, qui sont vraiment 1h45, 2 heures, 2h15. Mais on parle très peu de celles du milieu de semaine, qui peut être faite souvent le mercredi, ou même des moments le jeudi. Et celle-ci, elle va être plutôt de 1h30 avec de l'intensité un peu plus élevée. Et ça, j'avais beaucoup fait ça dans mes précédentes préparations. Et c'est une séance finalement qui peut être soit avec beaucoup d'intensité, soit juste très longue et progressive en
zone 1, zone 2, aller chercher peut-être un tout petit peu de zone 3. Mais elle fait 1h30 quand même. Et ça permet de faire pas mal de volume et de préparer pour la sortie longue. Et finalement, si on fait 7 sorties semi-longues chaque semaine en alternance avec les semi-longues, avec les longues, pardon, à la fin, ça fait beaucoup de volume. Et ça fait du volume de qualité, je dirais. Et ensuite, encore une fois, je vais remettre une couche, mais focus nutrition. Voilà, Clémence qui mange une banane. C'est exactement ça. Franchement, on ne le dira jamais assez, mais c'est tout bête. Moi, je veux pas complexifier le truc en combien de grammes, combien de quantité. Faut prendre un gel et vous le mettez dans une bouteille d'eau une flasque de 250 millilitres ou 150 millilitres et vous mettez ce qu'il faut dedans. Il peut y avoir 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes. Franchement, à la limite, on s'en fiche tant que vous en avez et tant que vous en avez sur chaque run qui fait plus d'1 heure. Et ça, vraiment, c'est, je pense, le game changer. Et prendre le temps d'y aller, c'est-à-dire que 10 semaines, je pense que c'est un peu court. Même s'il y a peut-être 11 ou 12 semaines, si on prend l'affûtage, je pense que vraiment, 14 semaines, en prenant en compte que il faut faire les sorties longues dès la première ou la deuxième semaine et qu'une sortie longue, c'est plutôt 1h30, 1h45 pour habituer le corps à faire ça. Parce qu'en fait, là, finalement, ça fait 6 semaines ou 7 semaines que j'ai fait des sorties longues de 2 heures tous les dimanches. Et là, la dernière que j'ai fait dimanche, c'est celle où j'ai le mieux récupéré. Alors que j'ai fait du dénivelé dans mes blocs d'allure et tout, mais finalement, mon corps, ça y est, il a pris l'habitude d'avoir fait 2 heures. Donc, il faut y aller plus rapidement dans la sortie longue. Enfin, il faut faire des sorties longues souvent, plus progressivement, pas forcément en mettant des gros blocs à allure marathon dès le début, mais plutôt en faisant des sorties longues à allure progressive. La quantité d'entraînement qu'on peut prendre, elle est équivalente à la quantité de récupération qu'on peut faire. Donc, il ne faut pas négliger la récup. Et je dirais même juste la récup, c'est le dernier entraînement de votre semaine, quoi. Mais dis-nous-en un petit peu plus quand même sur ta stratégie le jour de course pour aller chercher ce sub 3 heures. Alors, pour aller chercher le chrono, je me suis demandé vraiment comment j'allais faire. Je me suis même penchée sur la prépa mentale parce que je me suis rendu compte que j'avais un blocage mental sur ma capacité à le faire. Et c'est la première fois où vraiment j'arrive avec une appréhension ou une peur, en fait, de la course, de ne pas la finir. Je me suis jamais dit, je vais pas terminer une course. Et là, avec les différentes expériences que j'ai eues en sortie longue, je me suis dit, putain, je suis pas sûre de terminer la course et de pas finir un peu capoute sur le côté à 30 bornes. Je me suis rendu compte mentalement que je m'étais mis une barrière à 25 bornes. 25, 27, 28 bornes, parce que ça équivaut. 25 bornes, c'est 2 x 12. C'était mon premier marathon, ça faisait 2 heures. Ça fait pas mal, 25 bornes en général. Donc, c'est une première barrière mentale. La deuxième, c'était 28 parce que 28, c'est la deuxième heure pour le sub 3 heures. Et donc, je me suis dit, OK, il faut au moins, c'est sûr que j'arrive à 28 bornes. Et du coup, j'ai jamais pensé mais en fait, il y a les 14 d'après. C'est pas l'effet Spartan aussi, ça, parce que ça dure en général entre 22 et 25, 26. Ouais. C'est un format que tu as l'habitude quand même d'enquiller une vingtaine de bornes comme ça. Mais ça nous arrive quand même vraiment beaucoup moins. Exactement. En fait, c'est comment tu fais pour aller chercher les kilomètres que tu n'as jamais l'habitude de faire. Et c'est pour ça que je suis sortie plusieurs fois autour du 28, 26, 30 pour habituer mon corps à se dire, en fait, ceux-là, ils sont faciles. On les fait tous les dimanches. Donc, ma stratégie, là, c'est de me dire, je vais pas m'arrêter mentalement à me dire, j'en suis à 25, c'est bon, je peux lâcher, ou c'est trop bien, j'ai déjà fait 25, ou non, en fait, c'est OK. Le premier jalon, c'est 28. Déjà, c'est les 2 heures. Voilà, t'as fait tes 28. Maintenant, en fait, il reste pas grand-chose quand on imagine derrière. C'est le plus dur, certes, parce que t'es sous fatigue. Mais quand tu te dis, OK, il reste, 12-13 bornes. 14. Pas énorme, quoi. Oui, 14. Mais c'est pas énorme par rapport à tout ce que t'as fait, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est justement, comme tu dis, il reste 12-13 bornes parce que ce qui est vrai aussi en marathon, c'est quand tu arrives au 40e, juste les 2 derniers, tu t'éclates. Parce que tu sais que c'est bon. Tu sais que tu les as. Et même si t'es mort, en vrai, t'as un regain d'énergie parce que le cerveau a enfin la résolution de cette course qui est dans 2 bornes. Donc, tu sais que tu vas mettre entre 9-10 minutes. Et donc, forcément, ton cerveau a un regain d'énergie. C'est vraiment psychologiquement prouvé. Tu sais que c'est à la fin, tu arrives à compter beaucoup plus facilement. Tu as des espèces de... Je sais pas si tu fais ça, mais moi, j'ai des circuits de micro-récompenses dans ma tête où je me dis, OK, il reste... par exemple, s'il reste 2 km, je vais me dire, OK, là, il me reste... je suis à 0 sur 10 et à chaque petite distance, je me dis, allez, là, je suis à 1 sur 10, à 2 sur 10. Et le truc avance tellement vite que c'est un système d'autosatisfaction personnelle. Ou pareil, en Spartan, quand je suis sur une piste, je me dis, à 20 bornes, c'est bon, ça y est, je suis arrivée, maintenant, c'est du kiff, quoi, derrière. Ouais. Et du coup, souvent, je me relâche à ce moment-là et c'est pas bon parce que c'est souvent là où il y a le plus de retournements de situation. Mais souvent, je me dis, OK, la fin est là, donc on y est. Ça sert à rien de penser en termes de bornes à ce moment-là. Exactement. C'est juste. Et c'est pour ça, c'est ça que je vais essayer d'avoir, en fait. C'est que pour moi, le truc fait, la course va faire 40 bornes. Elle en fait 42, mais en fait, à 40, au moment vraiment le 40e pour les 2 fois où je les ai passées, c'est que du kiff.
mais c'est à en pleurer, en fait. L'émotion vient toute seule. Presque même au 39, en fait. On sait que c'est, voilà, on les sent, ces kilomètres. Souvent, ils passent lentement, mais c'est vraiment du kiff. C'est le moment de se dire, putain, ça y est, on peut se relâcher parce qu'on sait qu'on y est. Et donc, la seule question, c'est comment on passe du 28 au 40. Et donc, ma stratégie, déjà, c'est de me dire, le jalon sur lequel je ne tranche pas, c'est le 37. Il faut que j'arrive au 37. Le moment où j'arrive au 37, pareil. 37, finalement, c'est fini. Et donc, en réfléchissant comme ça, on se dit, OK, donc en fait, 37, bon, comment j'arrive au 37? Mais en fait, si j'arrive au 35, en fait, 2 plus 2, ça fera 37. Bon, du coup, comment je fais pour arriver au 35? En fait, si j'arrive au 32, 32 plus 3, ça fait 35. Donc, c'est en redivisant les 14. C'est les micro-récompenses, mais voilà. Moins micro, ils sont un peu plus, plus gros. C'est par 5 km, quoi, par tranche de 5. Par entre 2, 3, 5. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, ça tombe juste au niveau des kilomètres. Vu que c'est 14 par heure, c'est 7 par demi-heure. Mais déjà, 7, c'est énorme. Donc, moi, je préfère vraiment me dire, en fait, c'est 28. Déjà, le semi ne compte pas. C'est pas genre, j'arrive à un semi, waouh, je suis à la moitié, ou oh là là, je suis qu'à la moitié. Non, en fait, on va faire 28. Le semi, on s'en fiche. Les 21, ça pourrait être 22, ça pourrait être 23. Ça va juste me donner une indication de l'allure. Donc, c'est vraiment déjà les 28. Et après, les 28, en fait, c'est pas de se dire les 28, c'est ben non, en fait, c'est les 30. En fait, 2 de plus, on sera à 30, ce sera trop bien, 30. Et en fait, maintenant, en fait, 30, ben, ça sera 32. Et donc, c'est toujours d'aller comme ça, de 2 km en 2 km, en se disant, en fait, on court la section dans laquelle on est. Mentalement, on court le kilomètre dans lequel on est. Et c'est cette vraiment dynamique d'esprit qui va permettre de jamais se retrouver normalement devant le mur mental de oh putain, j'en suis au 30e, ça va être difficile. Oui, en fait, si tu penses déjà qu'au 30e, c'est difficile, ça va être difficile parce que mentalement, tu l'as internalisé. Et moi, j'ai vu que le mur du 30, il n'est pas au 30, il est souvent avant ou un petit peu. Enfin, il est souvent avant, oui, ensuite, ça va mieux, puis après. Tu anticipes le 30 à 28. Ouais. Tu sais, tu es presque au mur, donc tu es déjà au mur quand tu dis je suis plus A. Et comme on disait, bah, quand tu visualises le problème est déjà là. Voilà, ma stratégie, c'est vraiment de me dire, il n'y a pas de gros jalons, il n'y a pas de mur, c'est déjà, il y a 2 heures de course à faire, tranquille, et ensuite, la dernière heure, qui restera quand même pour moi une heure plus difficile, parce que physiquement, ça sera plus difficile, je vais essayer de la mettre dans la continuité. Donc, continuer à bien boire tous les 2 kilomètres, prendre du sucre rouge, du vin blanc. Voilà, un petit peu de cognac et du saucisson, et tout ira bien. Donc, c'est ça le but. C'est ça ma stratégie. Ensuite, tout dépend du jour J. Tout peut se passer lors d'un marathon. Il peut vraiment, vraiment tout se passer. J'ai même réfléchi à faire une stratégie de changement de chaussures. Parce que trop de temps. C'est comme de changer de vêtements à Valmorel. C'était une très... On verra. On verra. Donc, j'ai prévu ma mère en soutien. Et donc, elle aura une paire de chaussures en rechange. Même les deux. J'ai 2 paires de chaussures en rechange. Donc, on va réfléchir à ça. On verra aussi en fonction du temps, de la météo. Donc, tout ça, c'est des critères, en fait, qui sont en dehors de mon contrôle. Moi, j'ai juste ma course. Je sais comment je vais l'aborder. Je sais qu'en tout cas, j'irai jusqu'au bout. Je ne veux pas abandonner. Et que ça sera une super fête parce que voilà, il y a ma famille, il y a une amie, donc ça sera génial. Et c'est dans ce mindset-là que je veux aller. J'ai vu beaucoup de gens qui ont terminé le marathon de Londres le week-end dernier là. Et ça, c'est hyper inspirant. Londres étant certainement plus facile que Copenhague parce que plus plat encore. Mais ça donne hyper espoir, ça donne une super dose de motivation de voir autant de personnes qui passent le sub 3 heures à Londres. Pareil pour Boston, le marathon la semaine d'avant. Il y a eu énormément de gens qui ont passé Boston en 3 heures. Donc, finalement, essayer de désacraliser ce chrono et juste de prendre du plaisir. Et les variations d'allure iront avec la forme du jour. Je suis désolée, j'ai des éternuements et je suis trop concentrée dans ce que tu dis et hyper absorbée. Mais mon corps en a décidé autrement. Relou. Donc voilà, je dirais c'est vraiment ça. C'est le mindset, c'est y aller pour le plaisir de courir. La prépa qui a été pas si mal faite, plutôt bien faite. Des apprentissages, une stratégie de nutrition qui on verra si ça paye ou pas. Et après, c'est juste se faire plaisir avec le marathon parce qu'on apprend toujours en marathon. On gagne rarement, du moins on gagne des apprentissages. Et puis bah c'est tout quoi. Et après on reviendra sur Spartan et on continuera sur Spartan. Et ouais, très belle conclusion. Je voulais quand même faire une petite surprise là. Je sais que la dernière fois, c'est déjà moi qui t'ai surpris avec les rapid fire questions. Mais là, comme on est dans le thème du marathon, j'ai été un peu inspirée par ce sujet et du coup, j'ai préparé une série de fire questions spéciale marathon. Je ne sais pas si jouer le jeu. Allez, tu sais quoi, je les ai même pas vus en plus, donc ça va être vraiment surprise et ça me donnera
du baume au cœur. J'y repenserai quand je serai Tu en seras dans train le de mal mourir. direct des gens, parce que alors, mon concept, c'est que je me suis basée que sur des choses que les gens avaient déjà fait. Les gens ont déjà couru des marathons avec tout ce dont je vais te poser 2 situations. À chaque fois, tu vas choisir entre l'une ou l'autre. Mais sache que les 2 situations, à chaque fois, ont déjà été réalisées par quelqu'un qui allait au bout du marathon avec ça. Oh my goodness. Quand tu seras dans le mal, tu pourras te dire, OK, quelqu'un a terminé un marathon en faisant ça. Et putain, c'est un génie. Oh punaise. La sacralisation de cette course et les débilités que les gens font avec cette course, ça en dit long. Attention. Ok, Are you je suis prête. ready? I am ready. Let's go. Alors, la première, elle est quand même assez simple. C'est d'ailleurs une question, je pense qu'on s'était déjà posée. Est-ce que tu préfères faire un marathon en tongs ou pieds nus? Franchement, en tongs. Comme ça, il y aura le clap, 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 clap. Ça sera drôle. T'auras l'impression d'être un cheval avec ses sabots. La suivante est un peu plus... Attends, mais du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un marathon en tongs. Ouais, d'accord. Et un qui a fait aussi pieds nus. En fait, les deux ont été faits. Donc, oui, tout à fait. Et je crois que quelqu'un a même fait en talons aiguilles une fois, mais je ne l'ai pas mis dans ma série de questions. Est-ce que tu préfères faire un marathon en sautillant ou à l'envers? Oh là là, l'horreur des deux. Alors, à l'envers, je pense que mes ischios meurent avant la fin. Littéralement. Et en sautillant, c'est mon système digestif qui se fout la balle. Puis c'est extrêmement long, les deux, en fait. Tu fais un marathon oui. de 8 heures, quoi. Sautillant, quand même, parce que je pense vraiment que je le fais pas en arrière. Mes muscles sont pas capables. Ouais, puis c'est galère pour savoir quand il y a des virages où est-ce que tu tournes. Même le ravito, tu le vois pas. Attends, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Oui, vraiment. Ensuite, celle-ci, elle est encore plus relou. Je crois que j'ai fait un truc de plus en plus relou. Tu es costumé. Tu choisis de te déguiser en costume de dinosaure ou en cabine téléphonique. Alors, ça, celle-ci, c'est quand même plus facile. Moi, le dinosaure, parce que c'est plus ergonomique que la cabine. Le marathon de Londres. Là, tu prends la cabine téléphonique. Pour être dans le thème. Fine, s'il faut être dans le style, on prendra la cabine téléphonique pour Londres. Ok, de plus en plus compliqué. La suivante, c'est est-ce que tu préfères faire un marathon attaché à quelqu'un ou menotté? Tu sais quoi, la première réponse, c'était menotté, mais pas dans le sens dans lequel on croit, donc je vais m'arrêter là. Et en vrai, attaché à quelqu'un, ça va. Enfin, franchement, attaché à quelqu'un... À quelle allure? Et ça dépend où. Aussi, ouais. Et ça dépend qui. Parce que si t'as quelqu'un de super relou qui fait que de te parler de choses horribles pendant tout le marathon. Ou qui a besoin de s'arrêter tous les 5 km aux toilettes, bonjour. Franchement, menotté. Ça doit être trop drôle à expérimenter. Et du coup, il y a quelqu'un qui a fait ça menotté. Moi, je veux voir l'image. Bah, en tout cas, ça a été réalisé. J'ai pas cherché les images. J'ai pas poussé le truc jusque-là. Mais bon. On va voir si on trouve ça. Prête pour les 2 dernières. J'hésite dans l'ordre dans lequel je les pose parce que les deux sont vraiment drôles. Oh my goodness. Alors, en jouant d'un instrument de musique ou en jonglant? Oh non, la musique, c'est toi, Clémence. Oh, j'imagine trop. Tu joues de la guitare? Moi, je joue de la guitare ou du piano, ça va être compliqué. Tu peux voir sur roulette. Oh ouais, ça va être trop génial en vrai. Non, je vais choisir en jonglant. Mais c'est faut savoir jongler, quoi. Parce que si tu fais ton final chaque 2 mètres, ton marathon, il n'est pas fini. J'avoue. Et la dernière, alors ça, je sais pas où ils sont allés chercher cette idée. Est-ce que tu préfères faire un marathon en portant un frigo miniature ou en poussant un lit? Punaise, mais oui. Le frigo miniature, c'est celui qui vient de le faire, là. C'était à Londres. Ah j'ai ouais vu cette vidéo. Ouais. J'ai fait, putain, mais les gens sont vraiment fous. Non, je crois que c'était pour une cause, pour le coup. Ou en poussant un lit. Non, mais c'était au cas où il soit fatigué. Remarque, ça, c'est mieux. Je vais prendre ça. Si le lit est à roulette, tu peux aussi genre pousser le lit, te jeter dessus et parcourir le parcours comme ça à coup de pêche de lit. Ah, mais ça, c'est trop ingénieux, vas-y. Moi, c'est ça que je veux. Je vais faire ça. Ok. Bon, bah écoute, t'es ressortie vivante de ma série de questions biscornues. En Surtout, tout cas, pour vraiment le redire, tous ces marathons ont été réalisés par des personnes et aboutis jusqu'au 42e kilomètre. Donc bravo à toutes ces personnes, vraiment fêlées. Et peut-être qu'un jour, on fera une idée innovante, on ne sait pas.
Mais en tout cas, bravo, parce que déjà sans ça, c'est dur le marathon, mais alors en poussant un lit ou en sautillant à l'envers, laisse tomber, quoi. Tu sais quoi, ça me donne des bonnes idées si j'y arrive plus, si je tiens plus l'allure et que je me fais chier et que je sais pas comment terminer les 42 bornes, j'en prendrai une de ça. Allez, vendu. Et Oh je te my laisse goodness. la main sur la closing tradition, comme ça je te vole pas la vedette 2 fois de suite. Eh bien, ça a été un épisode riche, dense, en débrief, en tips. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. Je pense un de notre, ce sera d'ailleurs l'épisode le plus long pour l'instant. Et ça fait écho à notre closing tradition question, donc la question philosophique de notre tradition pour terminer les épisodes. Celle que j'ai envie de poser comme question aujourd'hui, avec le fait qu'on a parlé beaucoup de l'engouement pour le marathon, des Beasts, qui sont quand même des courses aussi longues, de la Spartan Ultra à Morzine. Finalement, la question qui se pose, c'est pourquoi cet engouement pour le long? Ouais, est-ce que tu veux qu'on réponde un peu à la question ou on laisse en suspens pour nos auditeurs le soin de réfléchir à cette question et on en parle dans le prochain podcast? Ou est-ce qu'on positionne quelques idées? Moi, je la reformulerais différemment et peut-être qu'on peut lancer le pont entre cette question-là posée maintenant et du coup peut-être le débrief lors du prochain épisode, lors du débrief de mon marathon et de ta Spartan à Carca. Moi, la question que je voulais reformuler par rapport à celle-ci, c'est s'il n'y avait rien à gagner et que personne ne savait que tu allais courir ce type de course, une Beast Spartan ou un marathon, que tu n'avais pas le droit d'en parler, tu as le droit de le dire à personne, de t'en vanter ou de montrer que ça a de l'importance, que d'ailleurs, personne ne fait de marketing autour de ça et personne te dit que tu as envie de le faire parce que c'est souvent ça que je trouve autour de l'engouement pour le long, c'est que c'est poussé d'un point de vue, développement du statut ou des traits de caractère, de la personnalité de la personne qui le fait. Donc personne te l'a poussé, tu as pas le droit d'en parler, c'est vraiment finalement un truc qui, voilà, je sais pas, comme acheter ses tomates quoi ou ses patates au marché et que tu tombais par hasard sur l'info dans ton village qu'il y a une course comme ça qui arrive et que tu as le temps de te préparer, est-ce que tu ferais ce type de course? Et est-ce que tu recommencerais après l'avoir fait une fois? Moi, je pense que oui, personnellement, parce que même avant qu'il y ait des choses à gagner, d'ailleurs, à chaque fois que je fais une course, j'ai rien à gagner de spécialement. Mais même avant ça, je faisais pas mal de gros treks en Mmh. solo et j'en parlais pas forcément aux gens. J'avais juste envie de partir avec moi-même et je m'enchaînais des fois 130 bornes avec 18 kilos sur le dos, comme ça sur quelques jours. Et je me tapais vraiment des gros trips aussi à regarder les records sur tel ou tel type de portion, un peu comme les gens font sur Strava maintenant. Mais je me disais, ok, vas-y, je peux battre ce record. Et jamais je l'homologuais. Mais juste pour mon plaisir personnel, je regardais si j'étais capable de faire mieux que la femme qui avait homologué son record, quoi. Et du coup, j'avais rien à y gagner. Sinon, j'aurais déjà dit aux gens que j'avais fait mieux que ça, que ce qui avait déjà été dit. Mais voilà, j'en parlais pas, je faisais ça pour moi, ça me donnait une satisfaction personnelle. Et en fait, je trouve que dans le long, pour faire un peu un parallèle avec les deux questions dont on a posé, pour moi, le long, j'ai un certain engouement personnel avec, parce que c'est pas seulement un effort physique, c'est une aventure. Et ça revient un peu à ce qu'on disait sur Spartan. Spartan est une aventure. Tu pars pour plusieurs heures, tu es avec toi-même, avec tes pensées, avec les éléments. Et en fait, quand tu fais un 5 bornes sur route, tu pars avec des éléments et tu arrives avec les mêmes éléments. Ça tourne pas assez vite. Là, il peut se passer tellement de choses pendant ces 2, 3 heures, 4 heures ou plus de courses que, ouais, c'est ça, en fait, tu pars en quête de quelque chose. C'est un peu comme revenir à, je sais pas, à nos ressources ancestrales d'êtres humains qui partaient en quête de je ne sais quoi en nature, quoi. En tout cas, c'est à quoi ça me fait écho. Ça te fait rire. Ouais, non, c'est intéressant en sachant que toi, en plus, tu viens pas forcément quand tu faisais des treks, si je me trompe pas, tu n'étais pas dans un format de société comme aujourd'hui très, sédentaire, derrière un ordi, hyper structuré, hyper, performance, à tout prix, tu vois? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui, que les gens reproduisent finalement dans la recherche sportive ce qu'on leur demande au bureau, dans la société, donc la performance, le toujours plus. Hem, Moi, je pense aussi que j'en referais, si je devais répondre comme toi. Moi, je faisais pas forcément de trek, mais les Spartans, oui, c'est pour l'aventure et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que j'espère avec ce podcast faire connaître la Spartan à beaucoup plus de monde, mais
Spartan est très peu connu quand on en parle à côté. Les gens n'ont pas forcément l'idée de ce que c'est. Je suis d'accord avec toi sur le côté aventure. Ensuite, pour ce qui est du marathon, je pense franchement qu'il y a de mon côté, mais en général, vraiment une course à qui c'est qui ira le plus vite, faire partie du club des sub 3 heures, tu vois. Moi, c'est un peu ça. Il y a une partie de ça, ou du moins il y a une partie de OK, pourquoi 3 heures, pourquoi pas 2h55, tu vois, c'est un peu débile. Et tout ça, c'est des engouements très marketing, sociétaux. Donc je pense que le marathon, contrairement au Spartan, c'est pas quelque chose que les gens retenteraient pour aller chercher un chrono. Je pense que tout le monde va aller faire du long. On voit bien l'engouement aussi pour les trails longs, que ce soit 42 bornes, 50 bornes, des 37 bornes, des choses qui n'ont pas de signification, je sais pas moi, mythologique, comme peut l'avoir le marathon, parce que le marathon a une histoire mythologique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, toutes ces courses, notamment longues, s'inscrivent dans ce que tu as dit des épopées en fait. On aime beaucoup lire Ulysse, qui a fait les 12 travaux. Et Ouais. toutes ces épopées-là, c'est quelque chose qui finalement nous ramène à notre, notre condition d'humain qui a toujours été de parcourir, partir à l'aventure, parcourir des territoires. Et je pense que Ouais, c'est peut-être ça l'attrait du long. ok, mais pourquoi du coup les gens recommencent par exemple un marathon? Une fois que tu dis je suis marathonien, en fait, t'es censé avoir réalisé ton travaux d'Hercule, en fait. Enfin, en tout cas, un des 12. Alors pourquoi les gens recommencent? Hercule, il s'est pas dit, ah, ok, j'ai fait les 12 travaux, je vais refaire les 12 travaux derrière. C'est là où je mets la différence en fait entre Spartan et le marathon. Et c'est là où ma question du début prend tout son sens. C'est que pour moi, chacun testerait ce type d'expérience, Spartan comme marathon, si dans son village on lui disait tiens, viens tester ça, c'est marrant, et puis c'est tout. Par contre, personne ne le referait s'il n'y avait pas l'attrait marketing et l'attrait sociétal derrière. Enfin, personne ne le referait. Pour le marathon, pour moi, il y aurait beaucoup moins de gens qui retenteraient un énième marathon pour aller chercher un chrono. Parce que ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens humain versus un trek comme toi tu peux faire ou des Spartans. Donc pour moi, il y a ces différences en termes d'attrait sociétal ou pas quand tu vas vers le long en fonction du type de course et ce que tu vas chercher dans la course. Effectivement, pour moi, une fois que tu as fait ton travaux d'Hercule de 42 bornes, c'est très bien, au revoir, merci, j'ai autre chose à faire de ma vie. À la prochaine, et voilà. Ceci Ouais. dit, tu dis dans un trek ou une Spartan, il n'y a pas ce même attrait à la data aussi. Enfin, moi, je trouve que du coup, le truc du toujours plus, je l'avais aussi dans les treks, en mode, ok, la fois d'avant, j'avais fait 130 bornes, bah là, je vais faire 150, quoi. Mais c'était pas de refaire le même. Je me suis pas dit, allez, je vais aller sur le même sentier, essayer de faire moins de jours sur le parcours que je me suis défini. Mais par contre, je me disais, ok, la dernière fois, j'ai fait 130 bornes, donc je peux faire plus, quoi. Donc il y avait quand même cet attrait du toujours plus. Et en Spartan, il y a aussi un peu cet attrait aussi où, certes, c'est pas trop comparable d'une année sur l'autre parce que c'est pas toujours le même tracé, mais tu te dis, ok, par exemple, j'ai déjà fait une piste en 2h30, j'aimerais faire une piste en moins de 2h30. Même si Mhm. c'est pas comparable, t'as trop envie, en fait, de pousser le truc, quoi. Ah, c'est intéressant, j'ai pas la même chose moi, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais chercher le sub 3 heures et que j'ai toujours dit, quand vraiment je me suis dit: «J'ai le privilège», parce que c'est un privilège pour moi, d'avoir, la chance ou la possibilité en fait d'aller chercher un marathon en sub 3 heures, parce que vraiment c'est pas donné à tout le monde en termes de data, hein, surtout pour une femme. En fait, je me suis toujours dit, quand j'aurai fait ce marathon en sub 3 heures, ça sera la fin de ma carrière, d'athlète, sur route. Bien sûr que je suis pas pro, je suis pas une athlète pro, je suis une athlète à mon niveau, mais vraiment pour moi, ça aboutira ma carrière d'athlète de running sur route parce que je viens pas de la piste, je viens pas de la route et ce qui est intéressant dans le toujours plus long, c'est qu'il y a pas la même recherche que le toujours plus vite. Et ça, franchement, ça vaut vraiment le coup même d'en débattre complètement en dehors. Et je trouve que chez Spartan, c'est encore différent parce qu'une piste, quel que soit en fonction du terrain, des conditions, pareil, le chrono, il veut trop rien dire. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de derrière le long, derrière cette recherche de toi toujours plus dans tes treks ou toujours plus vite dans le chrono, il y a quelque chose de plus humain, d'aller chercher quelque chose sur soi, d'aller chercher, moi, vraiment pour le 3 heures, c'est comprendre qu'est-ce que ça demande physiologiquement. C'est pour ça que je voulais faire le test Rabbit. C'était pour vraiment comprendre, ok, mais en fait, ça demande quoi à ton corps? Quel est l'impact physique, physiologique? Donc vraiment, finalement, comprendre ce corps humain, comprendre comment on s'entraîne aussi, qu'est-ce qu'on peut adapter, à quel point on peut s'adapter. Et c'est ça que je cherchais, c'est le côté scientifique. Beaucoup plus que par exemple le côté mental que tu peux avoir dans tes treks longs ou même dans certaines Spartans. L'ultra amorzine, pour moi, elle est complètement mentale, beaucoup plus que physique. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans le long, c'est que en fonction de ce que la personne va faire comme type de course longue, ça en dit beaucoup sur qui elle est et quelle est sa personnalité et quels sont ses challenges internes, ce qu'elle veut se prouver, ce qu'elle veut chercher, pourquoi elle vit.
On peut avoir envie des deux aussi, hein. Moi, je sais que si je vais sur une course sur route, effectivement, là, c'est pas le toujours plus long qui m'intéresse. J'ai jamais été attirée pour faire un marathon. Par contre, j'ai été attirée pour faire mieux sur un 10 kills ou mieux sur un 5 kills. Donc, on peut avoir les deux trucs en soi qui sont portés quand même à hauteur égale. Après, forcément, on privilégie l'un ou l'autre. Mais et j'ai pas non plus ce truc de me dire, ok, j'ai fait une beast, j'ai envie de faire une ultra beast en Spartan. Je me dis pas ça. Je préfère faire des beasts plus propres, plus rapides, avec moins de bavure. Pour l'instant, je suis plus attirée encore par ça. Mais bon, alors que pour le coup, sur mes treks, j'étais attirée par le toujours plus long. Et en fait, je me rends compte que les gens ont peur de faire du marathon versus du 10K ou du semi, même quand ils font des Spartans longues. Parce qu'en fait, une bise qui fait 3h45, être l'équivalent d'un marathon, d'un effort un peu similaire. Et en fait, tu vois que les gens ont vraiment cette peur ou cette spiritualité. C'est pareil parce que le marathon, t'es sur du pacing constant. Et du coup, je trouve que pour le cœur, c'est plus fatigant qu'une bise qui va durer 3h45. T'as quand même des phases où t'arrives à l'obstacle, tu marchouilles, tu te prends une pénalité, t'es un peu en statique. Enfin, t'as des phases de repos dans ces 3h45, même si t'es quand même à fond et que ça reste une compète. Et je pense que la plupart des gens aussi ne font pas leur Spartan à fond. Ils font les Spartans pour le plaisir. Donc, ça fait beaucoup moins peur au grand public. Alors qu'un marathon, la seule chose que tu as à faire, c'est de mettre un pied devant l'autre. Donc, forcément, si t'avances pas, il va rien se passer de kiffant, quoi. Alors que la Spartan, même si t'avances pas, tu regardes un peu les copains, c'est rigolo. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de réticence à faire une Spartan beast ou ultra même, plutôt que... Ouais. Finalement, la différence entre une beast qui va durer 3h45 ou un ultra qui fait 7h en Spartan versus un marathon ou un 100 km sur route, eh ben, c'est la multidisciplinarité de l'expérience en Spartan versus en marathon, bah, comme tu disais, c'est un pied devant l'autre. Et Voilà. si tu n'avances pas, bah, y a rien qui se passe. Et voilà. Alors qu'en Spartan, tu peux avoir des phases où tu es un peu dans le down et où tu marches, tu regardes autour de toi et juste, c'est l'extase parce que certes, t'avances pas en termes de longueur de course à ce moment-là, mais tu kiffes quand même. Alors que sur le marathon, tu vois le bitume sous tes pieds, tu te dis, mince, là, je suis planté comme un piquet. Ok, il y a rien qui se passe, donc j'arrive pas vers mon objectif. En Spartan, t'as pas cette sensation de pas avancer vers ton objectif, même s'il y a un moment où t'es un peu à plat. En tout cas, ce débat est ouvert. Moi, je vous laisse, vous les auditeurs aussi, réfléchir sur pourquoi l'engouement pour le long et qu'est-ce que les longues courses que vous faites dites de vous ou qu'est-ce que vous allez chercher derrière. Je trouve que vraiment se poser cette question, ça aide à définir ses objectifs dans sa saison, définir pourquoi on fait les courses et des moments trouver cet extra push de motivation pour aller terminer justement cette course longue. Et Clémence, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. On espère que vous avez bien couru pendant tout ce long timing. D'ailleurs, ça sera le support pour une sortie longue, je pense. Exactement, ça tombe bien avec le sujet du podcast. C'est nickel. Exactement. Et on pourra se retrouver dans 2 semaines où on fera un débrief. Donc, moi, je débrieferai du marathon et Clémence, de ta Spartan à Carcassonne. Allez. Bon, et on espère que vous avez bien aimé. On vous laisse commenter sur la Closing Tradition question. Donc, pourquoi l'engouement pour le long? Qu'est-ce que ça en dit de vous? Est-ce que vous seriez prêt à tester et retester, recommencer si, en fait, ça ne disait absolument rien de vous, personne ne pouvait le savoir? Dites-nous tout ça en commentaire du podcast ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous rejoindre et de nous follow sur Instagram sur le compte Roaring20s. Et on vous dit à très vite. Ciao ciao!